Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, j'ai la chance de partager un moment un petit peu improvisé avec Axel Latuada. Bravo d'avoir réussi à le prononcer déjà. Ouais, bah écoute, je suis super content de te recevoir, bienvenue. Merci. Tu es la figure emblématique de la chaîne Et tout le monde s'en fout. Et t'es un être humain aussi. J'essaye. Et ouais, et j'ai eu la chance de voir ton spectacle hier soir donc au Théâtre à l'Ouest d'Auray. Je me suis régalé, j'ai trouvé ça génial Merci beaucoup. à plein d'égards, et notamment par la variété de ce qui est proposé, le nombre de changements de rythme à l'intérieur, parce que ça c'est plutôt technique. Le fond et la forme sont d'une richesse. Moi j'ai l'impression à la fois d'avoir passé un moment qui a duré un quart d'heure et 2 heures et demie. Et je pense que c'est un petit peu ce qui est aussi ambitionné, si on peut dire ça comme ça. Ambitionné, on Ouais, peut le dire, je pense. on a qu'à le dire. Tout à fait. Du coup, déjà, je suis ravi de te recevoir derrière ce micro, et je voudrais te poser cette question pour commencer parce que je trouve que c'est bien, ça recentre un peu les choses. Si tu poses ton attention sur ta sensibilité là tout de suite, qu'est-ce qu'elle dit? Waouh. Allez, bim. Euh, Elle dit. Bon, elle est généralement à fleur de peau tout le temps, hein, ma sensibilité. Là, aujourd'hui, elle est. Ça, c'est marrant, je me pose rarement cette question vraiment, tu vois. Elle est un peu branlante. Écoute, si je suis dans le constat de ce qui se passe émotionnellement, ouais, elle est un peu branlante. Après, c'est une période de vie pour moi avec beaucoup de changements et de choses nouvelles et de pages qui se tournent avec des espèces d'ascenseurs émotionnels permanents dans le pro, le perso. Donc voilà, quand de base c'est déjà un peu branlant, mais en ce moment ça l'est d'autant plus. Donc, dans une lessiveuse un peu. Ouais, mais c'est la fin du cycle d'essorage et je sens que ça va être cool d'être propre. Ok. Propre et repassé. Ouais, t'as déjà un petit peu l'attention posée sur celui que tu vas être une fois que tu vas sortir de la machine, Complètement, ouais. et ça donne envie de savoir qui c'est. Complètement. Trop bien. Ouais. Non, c'est positif, c'est très positif. Ok, trop chouette. Pour moi, en fait, je t'ai proposé ce moment, entre autres, parce que je me posais cette question par rapport aux artistes en général, et puis ceux qui acceptent de passer derrière le micro, je leur pose cette question. Pour moi, un artiste, il a symboliquement un côté extraterrestre pour pouvoir se décaler du monde et le regarder dans ses absurdités, et puis toutes les choses qui peuvent attirer notre regard. Pour ça, on est obligé d'être un observateur, d'une sorte d'anthropologue de l'humanité, et puis un côté humain pour quand même pouvoir retranscrire ça de façon intelligible pour tout le monde et pédagogique. Et donc, du coup, je voulais savoir, c'est quoi l'équilibre entre l'extraterrestre et l'humain chez toi? Ah, waouh. C'est marrant quand t'as dit ça, ça m'a fait penser tout de suite à ma mère, Ok. qui m'a toujours dit quand j'étais petit qu'elle avait, elle, l'impression d'être une extraterrestre. Voilà, ça m'a fait penser tout de suite à ma mère et qui est pas artiste pour le coup, mais qui a cette espèce de recul sur le monde, mais plus par. Le seul mot que j'ai, c'est par traumatisme, mais c'est un mode de survie en fait. Euh, bon, je pense qu'elle, elle l'a pas retranscrit dans quelque chose d'artistique, mais en tout cas, pour ma part, oui, c'est plus de la survie que de l'envie anthropologique réelle. En tout cas, c'est que ça a commencé comme ça. Euh, le fait de me diriger vers l'artistique, ça a été un exutoire, ça a été un moyen vraiment, j'ai pas d'autre mot que survie parce que, tu sais, quand tu commences à travailler sur toi, tu prends conscience de voilà, les choses qui t'ont percuté quand tu étais plus jeune, etc. Tu compares aux autres, enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. Et puis à un moment donné où je me suis dit, oh, ça va, attends, j'ai eu une enfance plutôt heureuse, tu minimises un peu les impacts qu'ont eu les événements de ta vie. Et puis l'étape d'après, c'est de te dire, ok, effectivement, si je les compare à ceux de certaines personnes, c'est moins grave, entre guillemets, mais ça a quand même été percutant pour moi. Donc tu essayes de trouver ta légitimité dans tes blessures et dans tes névroses. Et, et en fait, l'art, ça s'est un peu imposé. Il y a un moment donné où moi, j'ai eu cette possibilité de m'exprimer artistiquement. Très jeune, j'ai eu besoin de ça, d'écrire, pour sortir du monde, parce que le monde était trop violent pour moi. Euh, Mes parents m'ont poussé, quand je leur ai dit que c'est ce que je voulais faire de ma vie. Moi, je voulais écrire des histoires, je voulais faire du cinéma. Non, à la base, même, je voulais être infographiste, je voulais bosser pour Pixar, faire des dessins animés, tu vois.
Et bon, bref, quand j'ai dit à mes parents que je voulais me diriger vers ça, ils m'ont tout de suite encouragé en me disant attention, c'est pas forcément hyper sécure. Mon père, ayant eu cette ambition quand il était plus jeune et qui n'a pas pu la réaliser, mais en tout cas, il a continué à faire de l'art lui aussi beaucoup. Mais en tout cas, voilà, j'ai été hyper encouragé de la part de mes parents pour poursuivre ce chemin chelou. Et j'ai eu 15 ans, 15-20 ans de non-réussite, de projets que je tente, qui ne marchent pas, puis tu passes au prochain, puis tu réécris un court-métrage, et puis ça prend toute ta vie, et tu es là, pendant un an tu fais ça, et c'est vu par 3 personnes, mais tu l'as fait jusqu'au bout, et puis au bout d'un moment, tout le monde s'en fout, qu'à marcher. Le jour où, avec mon pote, on a essayé d'arrêter de faire en sorte que ça marche, évidemment. Bien sûr, ouais, c'est comme ça. Donc, et c'est marrant parce que de ce que tu décrivais du côté extraterrestre qui a besoin d'être en station satellite pour observer le monde, c'est un peu ce qu'on a fait à travers Et tout le monde s'en fout, effectivement, c'est de prendre ce personnage qui lui, alors il n'est pas dans l'espace, il était au fond de sa cave, et qui posait un regard sur le monde, énervé, au bout du rouleau, de voir qu'on continuait de faire n'importe quoi. Et c'est vrai qu'on a un peu appliqué ça à ce personnage en fonction des contraintes qu'on avait. Et, moi, je trouve ça drôle dans mon parcours d'avoir été reconnu dans mon travail pour ce projet-là en particulier, qui n'était pas forcément ce vers quoi j'avais envie de me diriger quand je créais. Moi, j'écrivais des histoires fantastiques, un peu surréalistes, poétiques, tu vois. J'écrivais que des histoires d'amour. Ça reviendra peut-être. Ouais, oui, peut-être. Et si ça revient pas, j'ai fait j'allais dire le deuil, mais ouais, j'ai fait le deuil de cette période-là. Mais après, je suis ouvert encore à toutes les idées que va me balancer mon cerveau. Mais et le fait d'être passé par l'humour, j'ai commencé en écrivant de l'humour. Ensuite, quand j'ai écrit tout seul, j'ai plutôt écrit des choses un peu sérieuses, poétiques, surréalistes, candides. Et aujourd'hui, l'humour, ouais, c'est vraiment c'est ce que j'aime le plus au monde, c'est récupérer des trucs qui sont dites autour de moi et de les rendre drôles et intelligibles. C'est la seule chose qui m'intéresse dans la vie. Eh ben, écoute, tu t'en sors très bien. Merci. Et justement, c'est ce rapport-là au monde premier en fait qui m'intéresse parce que j'ai l'impression qu'on se ressemble à ce niveau-là. C'est-à-dire que le sujet principal, on pourrait dire, de ton spectacle, c'est la déconstruction, on est d'accord ? Oui, c'est ça. Et je pense déceler chez toi, mais alors après, voilà, tu as le droit de dire tu te trompes, c'est pas du tout ça. Mais le fait d'avoir été presque déconstruit de départ et d'avoir buté contre la façon normale de considérer le fait d'être un homme, une femme, le fait d'être un adulte, le fait de mettre du sens, comment on met du sens dans sa vie et comment on s'affirme, comment on trouve son identité. Tout ça, c'est comme si ça avait été pour moi des murs dans lesquels j'ai buté, et j'ai l'impression qu'à travers ton spectacle, je sens, et à travers la sensibilité qui est la tienne et que je reçois, je sens que ça a été un peu pareil pour toi, et je me dis en fait, si je prends mon exemple, j'ai pas pu rejoindre de tribu. C'est ça le truc premier, c'est la blessure de dire mais attends, normalement je devrais faire partie de la tribu, là, d'une tribu au moins. Enfin, j'en vois autour de moi, elles sont constituées et je n'arrive pas à m'identifier à une tribu environnante. Et donc du coup, il y a une blessure qui se fait par rapport à ça, parce qu'en plus de ça, il n'y a personne qui vient expliquer pourquoi. Bien sûr. On n'a pas de tribu. Donc il n'y a personne qui vient faire une petite cérémonie en disant tu as fait ça, tu as pensé ça, tu as dit ça, donc du coup, tu fais plus partie de la tribu. Non, là, c'est vraiment c'est intériorisé, et c'est soudain, et c'est définitif presque, d'une certaine façon. Et le fait de faire un spectacle sur la déconstruction, parce qu'aujourd'hui c'est devenu un sujet, je ne sais pas si ce sujet il est porté exclusivement par des personnes un petit peu construites de cette façon, ça j'en sais rien, je ne veux pas m'avancer là-dessus, mais je me pose la question de savoir si en fait finalement aussi c'est pas une volonté de faire sa tribu à partir des éléments qui nous ont constitués dans un premier temps. Une question de 27 km de long pour toi. J'ai des milliards de choses à dire, en même temps je sais pas quoi. Je t'en prie, on a le temps. Oui, à tout ce que tu as dit, j'ai vécu exactement la même chose. Donc cette espèce de blessure de rejet en étant enfant, de n'appartenir à aucun groupe tribu. J'aime bien le mot tribu parce que c'est vraiment ça au final que ça veut dire. Mais il y a aussi moi le fait de pas comprendre les tribus qui étaient autour de moi et de me dire en fait ouais, j'adorerais appartenir à une tribu parce que j'en ai besoin pour être accepté socialement et même moi pour ma propre légitimité. En revanche, les tribus que je vois, elles me donnent pas trop envie, hein. Alors j'essaie. Alors puis il y a des phases où tu essaies de t'adapter.
J'imagine que, enfin, tu vois, bon, moi, j'étais un peu le souffre-douleur à l'école, celui dont tout le monde se moquait. J'avais des milliards de surnoms, dont certains attraits à la masculinité toxique, évidemment. Mhm. Fillette, genre de trucs, j'en passe. Euh, et moi, j'ai eu la chance au collège de rencontrer un pote qui s'appelait Alex, enfin qui s'appelle Alex toujours d'ailleurs, qui était un peu voilà, dans le même moule que moi, ce truc de ok, on comprend pas trop le monde qui nous entoure. Et c'est marrant, hein, je me rappelle plus du tout de notre rencontre. J'ai aucun souvenir de notre rencontre, mais on a passé toute notre enfance, scolarité, fac, à vouloir faire du cinéma ensemble, à se construire, à avoir un partenaire de créativité, avec une certaine compétition, dans le sens où à chaque fois qu'il y en a un qui faisait un truc, l'autre disait putain c'est trop bien ce que t'as fait, je vais essayer de faire mieux. Mais c'était pas du tout malsain, c'était Ouais. juste porteur. Vertueux. Ouais. Mm. Et donc moi j'ai vraiment eu cette chance-là dans ma vie de rencontrer à chaque fois un binôme. Toi, le groupe de potes, c'est un truc que j'ai pas du tout connu. Pas du tout. Que je fantasmais pas mal. Surtout, bah voilà, enfant des années 80-90, à travers des séries comme Friends ou How I Met Your Mother, tu as des gens qui sont en groupe et qui vivent ensemble et ils ont besoin de personne d'autre que de leur tribu, justement. Et donc, ça me faisait fantasmer, mais je comprenais pas les codes. Et en plus, moi, j'étais toujours en binôme. Et en plus, binôme créatif. Donc, en fait, j'ai pas le temps de, 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 de- de faire des petites choses de la vie. Je suis là pour créer, moi je veux faire du cinéma, je veux écrire des histoires. Et, euh, et aujourd'hui, bah, tu vois, j'ai retrouvé un binôme il y a 10 ans maintenant, donc avec Fabrice de Bonny. Et j'ai recréé ce schéma de amitié fusionnelle. Euh, En plus, un homme euh, qui me réconcilie avec tout ce que je déteste chez les hommes, ce qui m'a blessé étant petit, toute cette incompréhension de pourquoi pourquoi ils se comportent comme ça, pourquoi est-ce qu'ils ils ont besoin de, de montrer leur amitié en se frappant, ça n'a aucun sens, Oui, c'est vrai. ça n'a vraiment aucun sens. Et donc ce deuxième binôme a amené en plus à ce projet qui a marché, ça c'est marrant, tu vois. Et ces dernières années, j'ai essayé un peu de chercher une tribu, de trouver des gens qui pensaient comme moi. Et pendant 8 ans, j'ai eu la chance de rencontrer voilà, des groupes de gens qui étaient dans ces démarches de déconstruction, de bienveillance, de se poser des questions, de remettre en question plein de choses. Et ça m'a vraiment enrichi. Et aujourd'hui, je suis dans une nouvelle phase et je te dis ça, une nouvelle phase qui a commencé vraiment, je crois, la semaine dernière. Euh, Un scoop, donc. non, je sais pas, il s'est passé des trucs et j'ai pris conscience. J'ai souvent appris à coups de grandes claques dans la tronche, émotionnelle. Et ouais, là, j'ai envie je sais pas, de me rassembler et d'aller vers les gens et les choses qui comptent vraiment. Et puis l'âge avançant, tu vois, je me dis, ouais, on n'a pas trop le temps en fait pas de perdre du temps, c'est pas ça l'idée, mais de se concentrer sur les choses importantes et les gens importants. Et voilà, je suis vraiment en plein dedans. Ok, bah cool. C'est le début d'une période justement riche Ouais, en possible en fait ouais, finalement et en complètement, ouais. action. Parce que justement j'allais venir là-dessus, c'est-à-dire que j'ai l'impression que quand on est en tribu, on a plus de possibilités d'action. Puisqu'on confirme tous la même réalité, on est tous d'accord pour. Donc du coup, il y a forcément des choses qui vont se transformer en action. Mhm. Et la difficulté quand on est sans tribu, j'ai l'impression que ben, l'énergie en fait, elle passe pas à travers les mains. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver artistes, d'après mon analyse hyper fine. Mais c'est juste de dire, en fait, cette énergie-là qui n'arrive pas à passer par les mains dans l'action, parce qu'elle est très difficile à mettre en place, parce qu'en fait, toute action semble disgracieuse, parce qu'elle est humaine et médiocre, et donc limitée et critiquable, puisqu'on finit par devenir un observateur du monde. Donc la créativité vient pallier, se mettre entre les deux, en fait, entre ben, la théorisation stérile, solitaire, etc., et de l'autre côté, l'action où chacun, ben, voilà, dans une équipe de rugby, tout le monde a son rôle Mhm. attitré, et donc c'est pour ça que l'action, elle va vite, parce que tout le monde sait ce qu'il faut faire dans toutes circonstances. Et donc du coup, j'ai l'impression qu'entre les deux, il y a la créativité, il y a cette espèce d'entre-deux-mondes pour les artistes. À cheval entre le monde normal et le monde où on peut s'autoriser une certaine étrangeté, le fait d'être un peu atypique. Et je me dis,
Pour toi, la créativité, finalement, ça a été peut-être cette possibilité de quand même accéder à avoir un pied dans le monde normal et un pied dans ton monde à toi. Une espèce de grand écart à la Jean-Claude Van Damme, d'une certaine façon. Entre les camions. Ouais. Voilà, c'est ça. Bah, c'est vrai que la théorisation permanente, le truc, c'est qu'elle est infinie. Le fait de passer par les mains, comme tu dis, par l'action, ça rend les choses concrètes et palpables. Et la créativité, ouais, c'est le cadre. Parce que sans cadre, il n'y a pas d'œuvre. Et passer par là, j'allais dire, c'est le seul moyen. Non, parce qu'il y a plein de gens qui sont pas, entre guillemets, créatifs. En tout cas, qui croient ne pas être créatifs. On parle d'art, là, quand on dit créatif. Parce que la créativité, évidemment, ça a plein de finalités possibles, mais le fait de passer par l'artistique, et donc, tu vois, moi dans ma famille, en gros, c'était soit tu faisais de la politique, soit tu faisais de l'art. Pour vraiment schématiser et caricaturer un peu, mais c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti. Euh, je suis issu d'une famille assez politisée. Euh, et moi, du coup, j'ai un peu rejeté ça. La politisation, ça me faisait peur, je comprenais rien. Ça m'intéressait pas. C'était des trucs d'adultes un peu, tu vois, un peu trop sérieux. Euh, D'où le fait de me réfugier dans de la fantaisie. Ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, je fais des vidéos qu'on peut dire on peut clairement politiques. Et moi, c'était ça une grosse découverte par rapport au fait de créer. Je me suis dit, ok, à partir du moment où tu écris une histoire, tu as un avis politique sur le monde, puisque tu as un point de vue humain, sociétal. Et ça m'a beaucoup apaisé Parce que quand je dis à mon père que je voulais faire de l'art, il m'a dit, ok, mais un artiste, il a un message. C'était la condition sine qua non, t'es obligé d'avoir un message. Et moi j'étais genre ok, mais moi j'ai envie d'écrire des histoires d'amour, un peu drôles, un peu jolies. Qui sont un message. Je veux des émotions, je veux provoquer des émotions. Et dans ma tête, je me disais ok, mais non, un message c'est politique. Et toi, je faisais vraiment le grand écart entre ça et ça. Et du coup, j'avais des problèmes de légitimité, mais en même temps une espèce d'obligation à créer parce que sinon j'allais crever. Euh, et, euh, et le fait, tu vois, de me concentrer, de me dire, ok, qu'est-ce qui importe aujourd'hui, de donner de la valeur à ma vision sur le monde. Et après, l'équilibre, c'est quand tu donnes ta vision sur le monde et puis que tout d'un coup, tu as des millions de personnes qui te regardent, tu peux passer par la phase de, en fait, ok, mais ce que je pense, c'est hyper bien. Mais évidemment, attends, mais ce que je pense, ça a beaucoup plus de valeur que ce que je croyais. Et bon, faut doser, tu vois, ce truc-là d'ego, évidemment. Ça, je suis assez content de vivre ça à l'âge que j'ai aujourd'hui, avec le recul que j'ai, avec toutes ces années de remise en question avant, avec l'entourage que j'ai aujourd'hui. Donc c'est une petite notoriété qu'on a, hein, tu vois, mais c'est quand même des centaines de milliers de personnes et l'équilibre il se trouve à travers ça aussi, à travers la reconnaissance que ça m'a apporté, le bien que ça m'a fait en termes de syndrome de l'imposteur, etc., d'avoir des gens qui te disent dans les yeux merci pour ce que vous faites, ça m'aide beaucoup. Et aussi moi il y a eu tout un sujet dans Tout le monde s'en fout, c'est de trouver ma place. Parce qu'on est trois. Évidemment, comme tu disais, je suis la figure de proue du projet. Donc les gens au début, en tout cas, m'ont beaucoup dit oh, j'adore ce que tu fais, merci pour ce que tu fais et tout. Et je me disais merde. J'ai eu un moment je peux pas les décevoir, donc il faut que je prenne la place qu'ils veulent que je prenne. Et donc, c'était pas pour essayer de m'accaparer le truc, mais juste, tu vois, je m'adaptais. Et en fait, non, je dis non, là, ma place dans Tout le monde s'en fout, elle est celle-ci. Moi, on a un journaliste, on a un coach, chacun a sa place. Et ça a tout apaisé aussi de réussir à prononcer ta place. Tu vas dire, ok, c'est quoi, quelle est la mienne, vraiment. On est beaucoup sur la figure du grand écart, hein, depuis le ouais, début. beaucoup. Ouais. Non, bah, l'équilibre, hein, c'est intéressant. que la compensation permanente de la chute. Hein. Ok, bah, super. Moi, je suis intéressé justement par la spontanéité et puis la sincérité avec laquelle tu nous partages tout ça. Donc déjà, je te remercie beaucoup. Merci à C'est toi. trop chouette. Je me disais, en fait, si tu veux, alors ça, c'est une question que je me pose. Donc, c'est-à-dire, j'ai pas de réponse. C'est un sujet du moment. Donc, tout à l'heure, je faisais le lien entre le groupe et l'action. Donc les heuristiques pour pouvoir agir, parce que sinon tu passes ton temps à te demander si ton geste il va être parfait, et donc tu fais rien.
Et du coup, pour faire groupe aussi, j'ai l'impression qu'il y a une condition, et ça, c'est René Girard qui est un petit peu dans cette affirmation, à laquelle je prête une attention en ce moment assez particulière, parce que je trouve que c'est quand même bien vu. Comment on fait groupe sans créer un bouc émissaire pour ça? Je n'ai pas de réponse toute faite. Ce qui me vient, c'est de comprendre pourquoi tu fais les choses et pas contre quoi tu fais les choses. Moi, c'est un truc qui est un peu théorique, qui est un peu facile à dire, mais qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Une fois que tu comprends ça, j'ai l'impression que tu as moins besoin de bouc émissaire. Ouais. Et plutôt d'essayer de voir ce qu'il y a plutôt que ce qui manque. Pareil, c'est des phrases de coaching toutes faites, hein, mais j'y crois vraiment à ça, le fait d'être dans le soutien plutôt que de pointer du doigt. Toi, le système de notes, par exemple, c'est complètement stupide et ça ne peut pas fonctionner en fait. Et moi, j'ai été entouré de gens ces dernières années. Toi, je parlais de la tribu que j'ai rencontrée ces dernières années, des gens que j'ai rencontrés. Même pour être plus spécifique, j'ai parlé de mon pote, hein, Fabrice. Tu vois, un exemple tout bête. Moi, j'avais pas du tout prévu d'être comédien un jour dans ma vie. Ça m'avait traversé l'esprit parce que j'adorais faire le con, parce que j'ai beaucoup admiré des comédiens. J'adorais faire rire ma petite sœur, faire le con, tu vois, faire le show. Mais j'ai jamais eu l'ambition de ça. Je m'étais dit, ok, je serai de l'autre côté, j'écris des histoires, je réalise, ça me va très très bien. Et un jour, c'est Fabrice qui m'a dit, quand on a commencé Tout le monde s'en fout, il m'a dit, non, non, vas-y, moi je voulais qu'on se filme tous les deux. Il m'a dit, non, non, je te filme toi. Et il m'a juste dit, je pense que tu peux le faire. Sans dire ni trop ni pas assez. Il m'a juste dit, je pense que tu peux le faire. Et donc, je l'ai fait. Et si tu regardes les premiers épisodes de Tout le monde s'en fout, je suis tout timide, je joue à peine. Moi, j'ai envie de me gifler, me dire, mais vas-y, joue. Et, euh, et si en fait, on s'était arrêté, enfin, si moi je m'étais arrêté, ok, je me regarde là et en fait, je vois tout ce qui va pas, on aurait fait un épisode et on se serait arrêté. Ouais. Mais Fabrice s'est dit, regarde, ce que tu fais là, c'est bien, si tu fais ça. Et en fait, toute la philosophie qu'il lui, il applique dans son métier de coach, c'est soutenir ce qui est présent. Et ce qui manque, on s'en fout. En fait, c'est presque, faut pas en parler. Soutiens ce qui est présent. Parce que le cerveau, il a besoin de s'appuyer sur quelque chose. Et tu peux pas t'appuyer sur du vide. Donc, si tu soutiens ce qui est présent, tu le fais augmenter. Et aujourd'hui, tu vois, la scène, c'est ce que je préfère au monde. Le chant aussi. Pardon, je parle de trucs plus perso, mais Je t'en prie. chanter, ça me terrorisait. Ouais, non, mais c'est un truc, j'allais même te poser une question là-dessus, parce que vraiment, c'est un acte intime, profondément intime. Ah, c'est pire que se foutre à poil, quoi. Et moi, je n'osais même pas chanter seul dans ma chambre, tu vois. Mais en fait, c'est même pas, j'y n'y pensais pas. C'était hors de question de chanter. Et pareil, donc j'ai commencé à chanter tout seul, machin. Et puis là, j'ai pris une coach, Marsu Lacroix, qui est une coach absolument géniale. Et aujourd'hui, je chante le Connemara, qui est une chanson super dure à chanter. Ouais. Et sur scène devant 300 personnes. Et c'est juste. C'est pas de l'excès de confiance, c'est pas être borné à se dire ah, il faut absolument que j'y arrive, c'est juste y aller petit à petit et soutenir ce qui est présent, soutenir. Et force est de constater que ça marche et que c'est le plus efficace pour moi Bah en fait, je pouvais pas m'empêcher d'être vachement en empathie avec celui que t'étais sur les premiers épisodes que tu m'as cités tout à l'heure, où t'avais envie de te mettre des claques et de dire vas-y joue. Mais t'imagines ce qu'il est en train de tenter lui à ce moment-là? Ah ouais, non mais bien sûr. Et donc Bien du sûr. coup, c'est presque ça fait l'écho avec ce que tu me disais juste avant, c'est-à-dire que là t'es dans une période un peu comme ça, mais comme t'as déjà vécu ça, Oui, c'est vrai. t'es upgradé par Ah rapport ouais. à cette expérience de attends, je sais pas ce que je suis en train de faire, mais c'est en train de se construire. Un truc comme ça. Mais c'est vertueux aussi en fait, Mm. c'est ça qui est fou, hein. Mais ça repose, en tout cas pour moi, ça a beaucoup reposé sur mon entourage. Et s'entourer de gens qui te soutiennent, c'est primordial et c'est pas forcément évident. Oui, oui, je Et c'est comprends. là le premier boulot de faire tribu, c'est au-delà de chercher des gens qui pensent comme toi. Parce que moi je suis aussi dans la remise un peu en question de ça en ce moment. J'ai beaucoup là depuis quelques mois, 6 mois, un an, sur les limites du dev perso par exemple. Ouais. Tu vois, c'est bon, j'ai des théories, j'en ai en pagaille. Je peux te les expliquer en long, en large, en travers. J'ai compris pourquoi, j'ai compris tous mes schémas. Et ça suffit pas. Et je sais pas trop ce qui manque pour le coup.
Je suis aussi dans la remise en question de ne s'entourer que de gens qui pensent comme toi. C'est confortable, mais c'est Étouffant au bout d'un moment. étouffant, pas forcément le plus enrichissant. Et on revient encore à cette idée de l'équilibre. Et moi, je peux avoir tendance à faire l'équilibre par les extrêmes, d'un côté à l'autre en Moi, permanence. je pense que le visuel, tu sais, de l'interview, ce sera vraiment toi avec un montage avec des jambes sur les camions. Non, je vais pas faire ça, mais je me plais à l'imaginer. Ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir. On va passer à la question suivante parce que ouais, le temps Ouais, non, file, mais ouais, c'est sûr. mais c'est trop chouette. Dans le spectacle, en fait, tu fais le distinguo entre la culpabilité et la responsabilité. Je trouve cet apport très intéressant et j'aimerais qu'on en parle un petit peu, si ça te va. Déjà, la culpabilité est un sujet qui m'intéresse beaucoup ces derniers temps. Alors, comment ça marche, la culpabilité, selon toi, et à quoi ça sert? Alors, comment ça marche? Ça marche à travers la honte, j'ai l'impression. C'est Marc, notre journaliste, qui est à fond sur le sujet de la honte là, depuis quelques mois. Il a découvert ça et il parle que de ça en boucle. Il va écrire un bouquin dessus. Et effectivement, à quoi ça sert? Ça sert à, je pense, à survivre socialement. C'est-à-dire que si tu te sens pas coupable, en fait, tu deviens psychopathe. Ouais. Donc la culpabilité, c'est utile, faut pas la rejeter. Simplement, faut pas rester dedans. Parce que ça te met en inertie, la culpabilité. Et on parlait d'action tout à l'heure. Je crois qu'effectivement, pour sortir de la culpabilité et passer en responsabilité, il faut faire des trucs. Mais encore une fois, c'est de la théorie et la pratique. C'est tellement compliqué. Je suis en plein dedans. J'ai vraiment vécu un truc il y a pas longtemps là où je me suis pris tout le spectacle dans la gueule. Ok. Je me suis dit, ah putain, en fait, à la fin du spectacle, je dis que j'en ai marre d'expliquer des trucs et de me rendre compte que j'ai encore aujourd'hui des comportements de connard. Et la responsabilité, parfois, ça peut prendre du temps. Parce que t'as pas le choix que de réparer tes conneries en prenant du temps de le faire. Ouais, c'est peut-être rencontrer son Michel. Ah ouais, bah il faut. Ah oui, oui. Là, je laisse un petit peu les auditeurs sur le carreau, ceux qui n'ont pas vu le spectacle, mais je les invite à aller voir ça parce que vraiment, c'est une expérience. Peut-être qu'on en dit trop et pas assez en même temps. J'imagine mais que c'est de toute façon. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qui se fait, ouais. Donc du coup, on va passer là-dessus. Mais la culpabilité, c'est vrai que c'est un sujet qui, pour moi, fait exister deux états de qui on est. Celui qui ressent quelque chose, qui pense quelque chose, qui a une envie, un élan, et celui qui dit non, tu devrais être autre, tu devrais être quelqu'un d'autre. Et donc la culpabilité, c'est une action interne qui fait exister deux états de soi. Alors moi je te le dis comme ça, c'était pas prévu, mais qui fait exister deux états de soi qui se frottent en fait entre eux avec presque une comparution express devant le tribunal, quoi. Il y a vraiment un truc comme ça et où l'information ne sortira pas parce qu'elle va être censurée. Donc c'est pour ça, rencontrer son Michel, quelque part, c'est un peu rencontrer son côté inacceptable. Je pense que c'est plus sympa, en fait, d'être avec son côté inacceptable connu que d'avoir tous les gens autour de nous qui sont au courant et pas nous. Tout à fait. Et que du coup, on a un travail d'élargissement de conscience pour peu qu'on en ait l'élan et l'envie à fournir pour rencontrer son Michel. Et le fait de savoir qu'on est un Michel, c'est hyper précieux parce que quand on en rencontre, on n'a plus envie de les mettre aussi au cachot. Il y a un truc comme ça. Ah oui, ça crée un système d'empathie en fait, puisque la culpabilité, il faut pas rester seul avec sa culpabilité. Il faut la verbaliser, il faut la comparer aux autres, il faut être indulgent, il faut s'aimer comme on est vraiment. Il faut juste pas rester bloqué dedans. Ouais. Mais le plus compliqué, c'est comme tu sais, d'être confronté à son propre désalignement. Ouais. Parce que je vais peut-être paraître un peu candide, mais je suis pas sûr qu'il y ait des gens malveillants vraiment. Bon, s'il y en a, ok. Mais moi, je suis plutôt de ton début de phrase. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de gens malveillants. Il y a tout le monde fait de son mieux avec sa base de départ, moi j'ai l'impression. Il faut pas que ça devienne une excuse pour se dire j'ai fait de mon sûr. mieux, du coup, et c'est là où tu rentres dans l'inertie et tu rentres en responsabilité. Donc
on est toujours sur l'équilibre. Et ouais, tout à fait. Et donc, du coup, en face de ça, en face de la culpabilité, toi, tu mets la responsabilité. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Ouais, pareil, c'est des grandes théories. On en parle depuis longtemps avec Fabrice. On en a parlé plusieurs fois dans les épisodes, passer de la culpabilité à la responsabilité. Quand tu lis, tu as l'impression de dire un truc hyper intelligent. Quand tu essaies de le faire, tu te rends compte qu'il y a des millions de paramètres. Il y a l'autre aussi en tant que paramètre. Sa vision de la responsabilité, les besoins, aussi les besoins de l'autre, tes propres besoins à toi. Et trouver le juste milieu dans tout ça, faut passer par la communication. Et donc, faut passer par le fait de se connaître et de connaître l'autre. Et que l'autre se connaisse assez pour exprimer ses propres besoins, l'impact qu'a eu. Ouais, c'est hyper complexe. Et la communication. Mais après, c'est quand même sympa, justement, si c'est pas brandi comme quelque chose de religieux, Oui. comme un dogme, Bah, bien sûr. c'est hyper sympa d'avoir ce rapport entre la culpabilité et la responsabilité pour pouvoir s'y référer de temps en temps. Parce que ça donne une grille de lecture de ce qui est en train de se passer pour nous. Peut-être on fait un plateau responsabilité et un plateau culpabilité et on voit, parce que ces deux mots, sinon on les laisse un peu chacun de leur côté déconnectés l'un de l'autre, alors que la connexion que tu fais, je la trouve intéressante. Je trouve qu'on peut s'y référer de temps en temps pour voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est de la culpabilité ou est-ce que c'est de la responsabilité pour nous, ce sujet-là, ce thème-là, cette personne-là, etc. C'est tout le sujet, c'est la responsabilité, ce n'est pas la faute. C'est pas parce que je suis responsable de quelque chose que même pas je suis responsable d'un truc et je l'ai pas forcément provoqué. La responsabilité, c'est ce qu'on dit, c'est notre marge de manœuvre, c'est la liberté. Donc et ça passe par faire des trucs pour moi. Hein. Ça passe par faire des trucs, ça passe par évoluer, comprendre, changer son comportement. Tu vois, le truc qui me touche le plus dans la vie, c'est les gens qui reconnaissent avoir eu tort. Et ça me fait chialer direct dans un film, dans une histoire, que ce soit. Parce que je trouve que. On en revient à la vulnérabilité pour le coup. Donc le fait d'exposer et reconnaître. Quelqu'un qui reconnaît qu'il a eu tort, pour moi, c'est une des plus belles choses au monde. C'est pas suffisant. C'est la première étape de la réparation, parce que qui dit culpabilité dit forcément dommage. Et pour moi, qui dit dommage dit réparation. Après. C'est là où les Michel ne veulent pas accepter d'être coupables parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent réparer un truc qu'ils n'ont pas forcément cassé. Tu vois, il y a toute cette notion-là de. Non, mais c'est compliqué, c'est vrai. Ouais, c'est compliqué. Y a cette notion de culpabilité. Moi, je serais tenté, justement, en étant encore un peu plus bisounours que toi, de me dire tant qu'il y a de la culpabilité à faire porter à soi ou aux autres, on est dans quelque chose de sacrificiel. Oui, bien sûr. Et que donc, du coup, c'est faire disparaître cette culpabilité qui donne l'apparition, mais on peut pas le faire partout d'un coup, mais juste il y a l'émergence de la responsabilité, de prendre la responsabilité d'être parfois un peu con, parfois un peu limite, parfois extrêmement soutenant, et d'être variable avec des émotions qui nous traversent, etc. Non pas pour tout s'excuser, parce que ça n'a aucun impact, mais pour prendre connaissance de avec qui on fait le voyage, en gros. La culpabilité, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Parce que tout est impermanent, et du coup... mais la facilité, c'est de rester dans la culpabilité. Et le problème, c'est que si tu restes dans la culpabilité, je pense que le cerveau il disjoncte et c'est impossible de maintenir ce statut, comme tu dis, sacrificiel, de porter le poids du monde. Et le seul moyen de sortir de la culpabilité, c'est de rentrer en responsabilité. Ouais, je te rejoins là-dessus et sur d'autres trucs d'ailleurs. Mais tu vas passer en responsabilité, pareil, c'est une belle phrase, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est plus ou moins abstrait selon les sujets, quoi. Et selon les thématiques. Et les moments aussi. Parce qu'on n'est pas toujours avec les mêmes moyens. Non, c'est vrai, on n'est pas toujours apte à faire. À ce qu'on rencontre. Et donc, on va en venir à la vulnérabilité. Donc, tu as déjà un peu évoqué ça, mais dans le spectacle, tu parles également de la puissance de la vulnérabilité, ce que je trouve un sujet aussi passionnant. Je me demande d'ailleurs si la vulnérabilité, c'est pas précisément l'endroit où on s'en fout pas. Mais il est planqué derrière plein d'armures. Donc des armures qu'on pourrait appeler, je sais pas, pudeur, volonté d'être infaillible et ou une bonne personne. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, parce qu'on confond la vulnérabilité et la fragilité et la faiblesse en fait. On a l'impression qu'être vulnérable, c'est être faible, alors qu'en fait non. C'est tout le principe de la vulnérabilité, c'est que comme ça demande de s'exposer, ça demande du courage. Et donc être vulnérable, c'est être courageux. C'est peut-être un sophisme, mais je trouve que c'est un joli sophisme. Ouais. Mais il y a ce truc en fait avec le nom de la chaîne, le tout le monde s'en fout. Je pense que tout le monde s'en fout
il est vrai, si on rentre pas en vulnérabilité, à partir du moment où on rentre en vulnérabilité, on est dans quelque chose où les émotions peuvent surgir, Oui. où justement la reconnaissance, la prise de responsabilité de on a merdé peut arriver, etc., etc. Donc tout le monde s'en fout. C'est les armures dont il s'agit. Et on s'en fout pas, c'est derrière les armures. Ouais. Donc Bah, tout le monde s'en fout, ça s'adresse à derrière les armures. Ça te va, ça, comme définition? Complètement, Ok, complètement, et surtout à travers ce personnage. Ouais. Ce n'est possible que parce qu'il y a ce personnage, que parce que c'est un personnage de fiction, ça c'est hyper important. Tout tient là-dessus en fait, tout tient sur ce mec qui te hurle d'être bienveillant, qui te hurle dessus en te disant d'être bienveillant. Et c'est ce paradoxe qui fait que t'as de l'empathie, du coup tu captes le second degré et t'es capable d'entendre les choses qu'il te reproche, entre guillemets. Parce que lui-même n'est pas aligné. S'il n'y avait pas cette jonction empathique, ce serait impossible. Et nous, c'était un pari d'avoir de se dire cet humour où on a envie de hurler sur les mecs en disant mais vous vous rendez compte que vous êtes teubés. On pensait pas du tout que ça marcherait. Et en appliquant le principe de l'ombre en psycho à ce personnage, ça a fait que ça a rendu ce discours entendable. Ouais. Mais oui, c'était un pari risqué, mais c'est un pari réussi, parce que justement, il y a énormément de gens qui suivent encore cette chaîne aujourd'hui. Oui, complètement. Et on est sur le fait que ça a cartonné assez rapidement, j'ai l'impression. Ah bah c'est une histoire de buzz qui ne pourrait même plus arriver aujourd'hui, je pense, vu l'état actuel de YouTube. Mais oui, on a vécu ce truc, premier épisode qui cartonne en quelques jours, semaines, et ça a été après l'ascendance pendant 5 ans. C'était n'importe quoi, ça a été un changement de vie total. Et encore une fois, au moment où on s'est dit, bon, vas-y, on en a marre d'essayer de faire en sorte que ça marche, on fait juste un truc pour se faire kiffer, nous. Et c'est souvent comme ça que ça fonctionne, apparemment. Bien sûr, ouais. Mais il faut avoir l'espace et avoir fait les essais nécessaires pour pouvoir ouvrir ça. Ah, c'est beaucoup de ratage avant. Du coup, ce qui m'intéresse beaucoup, et tu le cites aussi un petit peu dans le spectacle, c'est ce moment en fait où il y a cette attention et cette ascension assez fulgurante, avec beaucoup de gens qui soutiennent d'un coup et qui portent intérêt à ce que vous faites. Il y a, j'imagine, du coup, quelque chose de l'ordre de on va pouvoir faire la différence ensemble, qui s'allume jusqu'à un certain point. Et j'imagine que du coup, quand on polarise un peu les choses, moi j'ai tendance à faire ça, le fait qu'il y ait des attentes, ça crée de la déception Bien sûr. potentielle. Est-ce qu'il y a une désillusion qui est arrivée et comment tu l'as vécu à un moment donné? Complètement. C'est-à-dire qu'il y a eu cette espèce effectivement d'effet de tribu, pour le coup, on en revient à ça. Ouais. On nous a beaucoup dit, oh là là, ça fait du bien d'entendre des gens qui pensent comme moi, qui se remettent en question, qui se rendent compte que c'est la merde. Donc il y a eu cette espèce d'effet fédérateur qui était d'abord c'était fédérateur au niveau des valeurs. Donc déjà, te rendre compte que tes valeurs sont partagées par d'autres personnes, ça te légitimise, en fait. Ça te fait du bien, te dire, ok, je ne suis pas fou. Donc je pense qu'il y a eu un peu ce syndrome-là de je ne suis pas seul et je ne suis pas fou. Notamment, donc au début des Tout le monde s'en fout, on parlait beaucoup d'écologie. Moi, c'était une vraie prise de conscience. J'ai eu une conscience écologique à travers Tout le monde s'en fout, à travers Marc notamment, c'est lui qui a amené tous ces sujets-là. C'est lui qui nous a dit, ok, le sujet de votre série, c'est la dissonance cognitive. On a dit, ah bon, d'accord. Et donc, on a tissé toutes les typologies de sujets des Tout le monde s'en fout à travers ce prisme-là. Il y a eu, c'est triste à dire, donc pendant 5 ans, une espèce d'effet de mode sur la prise de conscience écologique. Tout le monde était à fond. Et puis, au bout d'un moment, à force de culpabilité, parce que c'est ça que ça a provoqué, malgré le fait qu'on mettait de l'humour et que ça rendait le discours entendable, on était dans un discours culpabilisant. Et je pense que les gens ont eu ras-le-bol. Okay. Mais pas du fait Non, mais je vois ce que tu veux dire, je crois. D'être enchaîné par des propos. C'est l'accumulation et surtout le sentiment d'impuissance. Ouais. Parce que de voir que y a eu tout ce phénomène de mode des petits gestes où tu dis ok, en fait j'ai un vrai impact sur le monde, et ça pareil, ça te donne de la valeur, ça te donne du pouvoir. Et puis à côté de ça, t'as les politiques qui font n'importe quoi. T'as beaucoup d'impunité sur les gens qui ont vraiment de l'impact négatif sur les aspects écologiques. Et là tu dis mais moi en fait je suis une goutte d'eau, ça sert à rien. Et c'est ce qu'on a dit dans le dernier épisode de Tout le monde s'en fout. C'est si le monde n'a pas de sens, c'est sûrement pour qu'on puisse lui en donner un. Ouais.
Et moi, je continuerai sur cette philosophie-là. Tu vois, pour être honnête, ma conscience écologique aujourd'hui, elle a été fortement ébranlée. Je me suis beaucoup engagé, j'ai essayé de faire des actions, j'ai fait plein de choses. Et puis en fait, ça me prenait énormément d'énergie en plus et tout le monde s'en fout de l'écriture, de mon métier de saltimbanque, tu vois, qui était mon premier, ma première envie dans la vie. Et tu remarqueras que dans le nouveau spectacle, on a beaucoup plus ciblé sur l'humain, la psychologie, parce que c'est au final ça qui, moi, me porte beaucoup plus, c'est de comprendre les fonctionnements. Et c'est la base, c'est-à-dire que bon, tout est systémique, hein, j'entends bien qu'il ne faut pas régler un problème avant l'autre, mais moi j'ai l'impression que si on règle ce schéma de comportement toxique, le reste a une chance de se dénouer aussi. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. La zone de l'inconscient, elle est moins violente en fait pour soi et pour les autres à l'endroit où on s'est rencontrés. Un Ouais, truc comme ça. complètement. Ouais, et ben, merci pour ça aussi. Et j'ai une question un peu dure, mais je me la pose également. Tu vois, en fait, vraiment, c'est pas un truc. Je me dis, j'ai envie de te poser cette question. Est-ce que Vas-y. vouloir rendre le monde meilleur, c'est pas aussi avoir vraiment du mal à aimer le monde tel qu'il est actuellement? C'est intéressant ça, dis donc. Oui. Alors déjà, la première chose qui me vient, c'est hyper prétentieux de vouloir rendre le monde meilleur. Mhm. Euh, pour dire un truc qui veut rien dire, faut se rendre meilleur soi peut-être, plutôt que d'essayer de rendre le monde meilleur. Parce que c'est en se rendant meilleur soi comme le monde c'est une accumulation de gens, si tout le monde se rend meilleur, peut-être le monde sera meilleur, je ne sais pas. Mais alors, est-ce qu'on a intérêt à voir? Oui, non, mais en fait, oui, t'as raison. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut voir ce qu'il y a et pas ce qui manque. Je sais pas, franchement, j'en sais rien. Les deux. Ouais. Je ne prendrai aucune position. Non, mais Mais, j'entends que tu écoutes ce que ça fait à l'intérieur de toi et que c'est multiple. Ah, voilà, ouais. Parce que oui, il y a vraiment ce truc de, en fait, ce monde, si je le regarde vraiment, ça dépend de mon état. Et j'ai l'impression que si je regarde le monde vraiment en enlevant mes lunettes de candeur, j'ai pas du tout envie d'être ici en fait. Et mais c'est dur de dire ça parce que si je regarde d'un autre côté, en fait, ma vie, j'ai pas du tout à me plaindre. Je fais un métier que j'adore, je vis dans un pays où je suis en sécurité. Enfin, tu vois, là j'ai envie de me dire non mais mec, ça va, arrête de te plaindre, Mais il y a le de te cacher, pragmatisme derrière ta candeur pour dire non mais moi aussi j'ai des problèmes. En fait, il y a tout ça dans ma tête là, de culpabilité, de honte, de responsabilité, ouais, c'est Mais chaud. c'est chouette, merci de nous offrir justement le fait que ça rebondisse comme ça à l'intérieur de toi, c'est trop chouette parce que justement c'est pas définitif, c'est pas calé et inébranlable, c'est mouvant, c'est en redéfinition permanente et c'est à l'image de la vie en vrai. Ouais, complètement. Donc Ça pourrait pas être un peu plus calme de temps en temps? ouais, bah, je sais pas exactement. Je fais un petit crochet pour te signifier aussi l'intérêt que la chaîne a sur les différentes atypies, c'est-à-dire que moi je m'intéresse beaucoup avec les gens que je reçois qui sont pas des artistes, parce qu'il y a le versant artiste, j'aime bien rentrer dans cet univers-là avec cet extraterrestre et cet humain qui sont en discussion, de façon plus ou moins harmonieuse d'ailleurs. Mais je m'intéresse aussi avec les autres invités aux étiquettes qu'on peut mettre sur les gens qui n'ont pas de tribu, justement. Les étiquettes de gens qui se demandent depuis le début qu'est-ce qu'ils foutent là. En gros, c'est ça qu'ils ont en commun. Et donc, ça va passer par HPI, ça va passer par TSA, hypersensible, tout le tralala. Donc, tous ces trucs qui sont, comme tu le citais tout à l'heure pour l'écologie, très à la fois à la mode et en fait dévoyé d'une certaine façon, parce que tout ce qui est à la mode est en train d'être dévoyé quelque part. Pour être digeste par le plus de monde possible. Moi, ce que j'aime bien là-dedans, si tu veux, c'est considérer l'étiquette comme un sas qui permet justement de sortir d'un état premier de solitude et de folie potentielle et de sentiment d'être extraterrestre pour rencontrer des gens. Comme en fait la chaîne, c'est pour ça que je me permets quand même de me poser cette question-là et de te la poser. C'est je suis pas seul, je suis pas fou et je suis bien un peu extraterrestre puisqu'à l'endroit où il y a une étiquette qui correspond aux extraterrestres comme moi, ben, on est plusieurs à fonctionner de cette façon-là. Alors ma question sera la suivante, est-ce que tu t'intéresses à ces étiquettes? Est-ce que tu sais être concerné par une de ces étiquettes ou est-ce que tu t'en fous royalement? Alors évidemment que je me suis intéressé à toutes ces étiquettes. Évidemment que faisant partie certainement d'une de ces étiquettes, je me suis dit mais non mais je ne fais pas du tout partie de ces étiquettes parce que je ne suis pas assez. J'ai pas poussé le truc, j'ai lu plein de bouquins, on me dit souvent t'es ci, t'es ça.
ce qui m'a fait beaucoup de bien. Parce qu'effectivement, il y a ce truc de reconnaissance, de ok, je ne suis pas fou, encore une fois. Tiens, comme par hasard, les gens qui me sont proches aujourd'hui ont l'air d'avoir les mêmes étiquettes sur la tronche. Donc il y a eu ce truc de ouais, maintenant on est entre nous, c'est nous contre le reste du monde. Aujourd'hui, là-dessus, pareil, c'est ambivalent entre. Il y a une certaine fierté de faire partie de ces étiquettes, parce qu'au début, elles faisaient flipper. Il y a une partie curieuse où j'adorerais mettre une goutte de mon sang et qu'on me dise et qu'on me donne un truc, tu vois, un titre. Moi je serais calé, tout en étant conscient que ces étiquettes, elles se ressemblent toutes, et en même temps, est-ce qu'on a assez de recul sur tout ça pour pouvoir vraiment définir le groupe de quelqu'un. Aujourd'hui, j'essaie de m'en foutre un peu. Ok. Ouais, j'essaie de m'en foutre un peu. Je suis toujours content quand on m'en parle, parce que il y a eu tellement de flou toute ma vie que. Parce que moi mon problème dans la vie principale, c'est le syndrome de l'élu. J'ai vécu toute ma vie à travers ce truc-là, d'avoir besoin d'être élu. Je sais d'où ça vient en termes d'enfance, de psycho, etc. Je vois que c'est toujours présent. Je ris en regardant ma vie en me disant tiens, quand tu as besoin de reconnaissance et que tout d'un coup tu fais en sorte d'être reconnu par des millions de personnes, c'est quand même assez drôle en termes de névrose. Je suis conscient que ça a nourri certains aspects qui m'ont fait du bien, mais que c'est pas du tout ça le but spirituel de la vie. Donc voilà, j'essaie de prendre tout ça avec humour, d'en faire quelque chose de sain et de positif. C'est pas toujours facile, mais je garde ça comme cap. Ok. Donc on a une réponse à la fois très précise et très évasive. Je te remercie. Non mais c'est super. Je veux pas moi aller chercher les infos au forceps. C'est juste c'est un truc qui m'intéresse, et en même temps j'ai conscience de toute la de tout ce qu'on peut opposer en fait à l'existence. De toute façon, les sciences humaines, ça va être l'humain qui se regarde lui-même, donc il y a un effet de Larsen, et puis il y a forcément plein d'angles morts, comme tu le citais. Mais j'ai fait des tests, hein. J'ai fait un test d'HPI, en fait, mon QI, il est pas si élevé que ça. J'ai fait un test HPE en me disant, et en fait, le test n'était pas hyper probant. Si, ce que je peux te dire, le truc que j'ai fait jusqu'au bout, c'est, je sais pas si tu connais l'énéagramme. Ouais. Donc voilà, je suis un 4 tête à tête, vierge. Toi aussi? Les trois. Waouh! C'est pour ça qu'on Bienvenue. Bah écoute, voilà. Donc, ok. Et ben ouais, on s'est intéressé. Je t'invite à faire un tour sur la chaîne si jamais tu as le temps. On s'est intéressé à l'énéagramme avec quelqu'un qui s'appelle Daniel Morel, que j'ai particulièrement apprécié puisque c'est la seule interview qu'on a tournée chez moi. On a transformé ma maison en studio vraiment. Du coup, c'était une expérience particulière. Puis c'est un conteur formidable. Il a une voix particulièrement plaisante. Et donc du coup, on va bientôt finir parce que on arrive au terme. Voilà, je vais être hyper carré. Hein. Je vais être hyper carré. Donc déjà, ouais, j'ai beaucoup apprécié cet échange. Je te remercie de la vulnérabilité que tu as mis dans tes réponses. Et je vais te confronter à quelque chose que tu as mis hier dans le spectacle, et j'imagine à chaque fois qu'il se déroule. Tu as mis les gens devant leur faculté à pouvoir se dire s'ils s'aimaient ou pas. D'une façon qui est très habile et que je laisse découvrir aux gens qui viendront voir le spectacle. Moi, je te pose cette question que je pose déjà depuis un bon petit moment. Est-ce que tu t'aimes, et si oui, comment tu t'aimes? Waouh. Je crois qu'aujourd'hui, je peux dire que je m'aime, mais parce que j'y ai mis beaucoup d'énergie et je partais d'assez loin. Comment je m'aime? En étant le plus indulgent avec moi-même possible, en continuant de prendre soin de moi, en continuant toutes les semaines de dépenser de l'argent dans de la thérapie. Même quand je me dis, oh vas-y, j'en ai marre, franchement je préfère autre chose de cette thune, mais là en fait je vais bien, mais machin. Je continue à y aller de manière voilà, mathématique, et à chaque fois que je sors de chez ma psy, je me dis putain, heureusement que j'y suis allé. Je m'aime en apprenant à m'écouter, je m'aime en me remettant en question. C'est vraiment la remise en question pour moi, c'est tout en essayant de ne pas remettre trop tout le temps en question, parce que je pourrais être en permanence en recherche d'amélioration et d'évolution, et j'adore ça, et ça me donne de la valeur parce que je vois en fait qui j'étais et qui je suis devenu, même tu vois parfois à un an près.
Ça fait que j'ai un rapport au passé assez étrange parce que je peux parfois me rendre compte, voilà, avoir des retours sur des comportements que je pouvais avoir il n'y a pas forcément très longtemps, me dire ah bon, putain, j'étais comme ça et j'essaie d'être constamment sur le présent et sur l'avenir. Je sais que normalement il faut être que dans le présent, hein, c'est ce qu'on dit, mais j'essaye de voir où je vais et d'y aller le plus sainement possible. Bah, merci pour ces réponses. Est-ce que tu as des actualités que tu voudrais citer, mis à part le spectacle, même si tu peux y revenir éventuellement? Bah écoute, non, pour l'instant c'est un peu le gros là, le gros de notre vie, le nouveau spectacle qui commence. On joue à Paris à partir de mi-septembre, jeudi, vendredi, samedi au Petit Palais des Glaces jusqu'à fin décembre. Et ensuite il va y avoir une tournée. Là on va refaire des épisodes, tout le monde s'en fout, pour soutenir le spectacle. Trop bien. On va en avoir 4 jusque décembre. Et on a toujours le long métrage qu'on essaye de financer. On relance la machine là. Ça a été une année de pause avec plein d'événements dans nos vies perso qui ont fait qu'on a eu besoin de s'arrêter un peu. Et là, on reprend quoi, on arrive. Bah, c'est bien de s'écouter, ouais, de pouvoir Ouais. s'arrêter et de pouvoir reprendre. Bah, merci beaucoup, je te remercie infiniment. Merci à toi. Je conseille à tout le monde d'aller voir ce spectacle parce que je me suis régalé, je trouvais ça énorme. La salle était pleine et les gens étaient aussi ravis que moi pour des raisons qui leur sont propres. Et donc ça peut parler à énormément de gens. J'en profite pour te dire que tu peux t'abonner si jamais bah voilà, tu as aimé ce que tu as entendu, regarder ce qui se passe sur le reste de la chaîne, mettre un petit pouce si tu as bien aimé, un petit commentaire. Et puis bah voilà, n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut! C'est joli ça.